à tous et à toutes, venez lancer le 9e épisode d'Androtech, l'émission dédiée à Android. Née de la collaboration entre le site frandroid.com et la chaîne tech.tv que vous retrouverez sur vos écrans tactiles dès le 28 février prochain à 20h28. Et cette semaine, deux invités prestigieux que je vous présente juste après le sommaire. Au sommaire cette semaine, une actualité particulièrement chargée en rapprochement stratégique. Nous reviendrons notamment sur l'annonce formulée par Bouygues Telecom et SFR. C'est officiel, les numéros 2 et 3 de la téléphonie mobile française mutualisent une partie de leur réseau. En compagnie de nos invités Olivier Zrati, qui nous présentera son rapport écrit à la suite du CES, et de Damien Douany, nous passerons en revue le premier smartphone vendu chez Decathlon, le Quechua Phone 5. Nous verrons ensemble ce que l'on peut attendre d'un appareil mountain-proof, comme il est présenté par son fabricant. Avant de nous quitter sur les applications de la semaine, nous débattrons ensemble autour d'un rachat qui ne risquait pas de passer inaperçu, celui de Motorola Mobility par le chinois Lenovo. L'occasion de voir ensemble ce que chaque partie impliquée a à y gagner. Bonne émission à tous! Et comme chaque semaine, on retrouve notre équipe de passionnés, à commencer par Laure. Toujours présente. Notre responsable éditorial. On a également Pod. Et Pod me dit que ton projet a avancé, c'est ça? Ouais, c'est ça. La semaine dernière, j'ai parlé d'un petit projet de lunettes connectées que j'avais montré d'ailleurs au studio. Là, je teste la concurrence et bon, clairement, mon projet est bien mieux que ce que j'ai actuellement sur les yeux. On va suivre ça de près. Et on a également Edouard Marquez en régie. Ouais, salut à tous. C'est notre fan incontesté d'Android. Et nos deux invités prestigieux, à commencer par Olivier Zrati. Bonjour. C'est un consultant, analyste expert en nouvelles technologies qui font chaque année un rapport, et c'est le rapport du CES, et cette année c'est CES 2014, un rapport qui fait presque 300 pages, qui est une bible. Franchement, c'est une bible d'informations sur les nouvelles technologies. On va en parler dans l'émission. Ok. Bah en fait, c'est la bible aussi pour moi, parce que ça va d'éviter de perdre la mémoire sur tout ce que j'ai vu. Et on a également Damien Douany. Donc Damien Douany, vous le connaissez peut-être sur Stan et Dame. C'est un vieux blog, c'est un serial blogueur, mais qui est également entrepreneur. Ça va, Damien? C'est ça, bonsoir Ulrich, oui ça va très bien, oui vieux blog, je te remercie, ça se voit à la barbe qui blanchit. Oui, blogueur aussi. Je te rappelle qu'on bloguait tous les deux en même temps à l'époque, mais... oui, tout à fait, c'est il y a longtemps. Tu as mieux vieilli que moi. Et entre autres, donc aussi cofondateur d'une agence qui s'appelle FADA, qui accompagne les marques et les entreprises dans les mutations numériques. Donc voilà, en gros, un grand geek devant l'éternel aussi. Très bien, on passe tout de suite à l'actualité de la semaine. Et on commence l'actualité avec une fusion, une alliance qui a un peu fait jaser l'actualité et surtout les concurrents. C'est l'alliance entre... Alors Bouygues Telecom et SFR, on en parle depuis cet été, même avant d'ailleurs. Ils avaient annoncé qu'ils étaient en train de nouer des contacts et qu'ils étaient en train de négocier. Ils ont annoncé vendredi dernier qu'ils mutualisaient leur réseau, alors pas tout, une partie de leur réseau. À terme, ils visent une mutualisation complète de ce qu'ils ont prévu de faire fin 2017 et ils commencent dès maintenant. Alors c'est quoi l'objectif et finalement qu'est-ce que ça va donner côté grand public? Alors, ils assurent qu'ils ne changeront pas leur politique tarifaire chacun, ils resteront donc indépendants au niveau des offres. Par contre, c'est ce qu'ils disent, indépendants, pas par rapport à Free ou quoi. Parce que c'est un petit peu Free qui fixe les prix. Mais ça, c'est un petit peu différent. Mais effectivement, ils vont continuer donc a priori à s'aligner et ils vont faire des économies surtout, ils en ont besoin. Okay. Je pense que Pod a des petits commentaires. Ce que j'ai vu, c'est que l'objectif est aussi de diminuer le nombre d'antennes et de maximiser leur utilisation sur le territoire. Bon. En théorie, c'est plutôt intéressant. Il y en a un qui lorgne sur le réseau 4G de l'autre et l'autre qui cherche à être vendu, sachant que les deux sont plus ou moins officiellement ou officieusement à vendre. Clairement, quand on s'appelle Bouygues Telecom, ça va être beaucoup plus difficile d'être vendu que quand on s'appelle SFR et qu'on est deuxième. Voilà, si on rappelle un petit peu les chiffres, SFR a moins de 1200 antennes 4G qui sont actives actuellement. Bouygues, avec sa réattribution d'antennes 2G, a eu une croissance assez impressionnante depuis le début octobre, donc ils en ont à peu près le triple. Donc forcément, SFR a tout à y gagner en misant sur les bandes de fréquences de Bouygues Telecom. Puis il y a eu l'annonce de ce matin de Numéricable aussi. Tout à fait, ouais, avec de la 4G gratuite. La 4G à 0 € pendant 12 mois, parce qu'après c'est 9 €. Ah, ça fait un petit peu bundlé avec l'offre Triple Play de Numéricable. Alors j'ai fait le calcul du prix. En fait, c'est exactement le prix de Free quand c'est calculé sur 24 mois.
Donc c'est ni mieux ni moins bien. Par contre, ça s'appuie sur l'infrastructure d'SFR. Donc le fait que SFR soit mutualisé avec Bouygues permettra à Numéricable d'avoir aussi, par ce biais-là... Mais c'est pas les seuls, parce qu'il y a beaucoup de MVNO qui sont sur les réseaux de SFR et Bouygues Télécom, comme Énergie ou Virgin, etc. Virgin, oui, en partie. La 4G. On a également une autre actualité opérateur, c'est toujours la même guerre du roaming en Europe. Et toujours la 4G. Et toujours la 4G. Alors, voilà, bon, la 4G, c'est vraiment le cheval de bataille de Orange et de Bouygues. Alors, tous les deux se sont un peu battus pour savoir qui serait le premier à proposer du roaming 4G gratuit en Europe. C'est vraiment la zone sur laquelle ils sont en train de batailler. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tous les deux la même chose finalement. Bouygues propose sur ses forfaits Sensation à partir du mois de février du 24 la 4G. Juste avant le Mobile World Congress. Ouais, juste avant. Et je ne suis pas chez Bouygues, c'est dommage. Propose donc la 4G sur tous les pays d'Europe. Et pendant ce temps-là, Orange commence cette semaine avec quelques pays dont, je ne sais plus, j'ai un doute, le Portugal et le Royaume-Uni. Et ils vont enchaîner sur d'autres pays en Europe comme l'Espagne, la Pologne, ce genre de pays, par la suite pour concurrencer Bouygues Télécom, toujours à 30 €. Alors, pour résumer un petit peu l'historique, c'est qu'il y a 6 mois, tout le monde payait très cher le roaming en Europe, c'était normal. Ensuite, Free a commencé à mettre en place de la gratuité au Portugal et en Italie. En Italie notamment. Ensuite, en début de mois. Bouygues Télécom a mis ça dans tous les pays européens. Il y a également eu des offres avec des SMS gratuits. Et maintenant, tous les opérateurs le proposent et c'est normal. Alors tous, je n'irai pas jusque-là parce qu'il nous en manque un quand même. Dans l'histoire, SFR est un peu discret. Donc, SFR prend toujours un peu plus de temps. Mais c'est quand même intéressant de voir que effectivement l'Europe des télécoms est en train de se faire, elle est en train de se faire par la France et entre parenthèses par Free en fait. C'est-à-dire qu'il a suffi qu'un seul opérateur dégaine pour que tous les autres découvrent qu'ils avaient des munitions dans leur sac et qu'ils pouvaient tirer aussi. Donc maintenant il va falloir aussi regarder du côté du marché allemand, du marché italien, du marché anglais, voir si les opérateurs vont essayer de répondre à ce que le marché français est en train de créer en Europe. Mais il y a une autre raison, hein, c'est la Commission européenne. Oui, tout à fait. L'UNICROS pousse depuis au moins 2 ans à ce que justement il y ait du roaming en Europe. Mais ça va l'un des argumentaires, moi je trouve excellent en tout cas, c'est de faciliter le business intra-européen. Et on sait que le marché intérieur européen n'est pas encore ce qu'il est, ne serait-ce que pour des raisons linguistiques. Donc tout ce qui va faciliter, qui va fluidifier les affaires au niveau européen, notamment ça, moi je trouve que c'est une bonne chose pour le business. Tout à fait. C'est une bonne chose pour le business. Moi j'ai une question qui me vient en tête quand je vois ça. Est-ce que vous pensez qu'un jour on pourra prendre une offre chez SFR au Free en habitant en Pologne et en profiter dans toute l'Europe en illimité? Moi j'ai vraiment pensé à ça quand j'ai vu le roaming et les offres qui se démocratisent comme ça. Je pense qu'effectivement, quand on regarde comment le marché nord-américain des télécoms s'est construit avec des indicatifs régionaux, etc., qu'on ne pouvait avoir que si on habitait dans l'État, mais finalement, bon, les gens sont quand même relativement mobiles, déménagent souvent, on s'aperçoit que cet indicatif, il a de moins en moins de valeur. Je pense qu'il va se passer exactement la même chose en Europe, c'est-à-dire que l'indicatif national va, au fur et à mesure, diminuer de valeur. Alors maintenant, il y a un autre élément qu'à avoir aussi, c'est que quelle va être la barrière à l'entrée derrière ça? Si tout le monde peut prendre demain un abonnement Orange alors que j'habite, je ne sais pas, dans un pays où Orange n'est pas dispo, c'est les offres triple play, voire quadruple play. Autrement dit, l'offre locale, si on peut dire. Si demain on m'offre un prix intéressant dans un bundle qui fait que si j'habite en France, j'ai intérêt à avoir une offre mobile couvrant toute l'Europe, parce qu'en plus de ça, j'ai une box et les services qui vont avec, là ça me permettra d'avoir une offre de rétention, une logique de rétention nationale, si on peut dire. Maintenant, je suis tout à fait d'accord pour dire que pour moi, dans quelques années, il est évident que le 06 ou le 07 sera, on va dire, l'indicatif commun sans qu'on ne se pose aucune question de la provenance des personnes. Bon, c'est toujours très intéressant. On a fini pour l'actualité des opérateurs. On a l'actualité également device, donc appareil. Et là, c'est le Meizu MX3 qu'on avait vu au CES. Alors, le Meizu MX3, en soi, on s'en fiche un petit peu. Hein, c'est pas vraiment le smartphone du siècle. Par contre, il est intéressant parce que Meizu, comme d'autres marques du type Xiaomi, sont en train de pousser pour arriver en Occident. Et là, le MX3 est arrivé chez Materiel.net. Il est un peu cher d'ailleurs, il est à 450 €, il n'a pas des specs non plus exceptionnels, hein. Il a un écran avec une définition bizarre de 1800 par 1080 pixels,
Il a un processeur de chez Samsung. Oui, un octo-cœur, je crois que c'est le faux octo-cœur. Ouais. C'est le Big Little. Il a aussi... Non, il n'est pas fou. Mais ce qui est intéressant, c'est que Meizu est vendu officiellement via un revendeur français. Alors là, il est en précommande. Donc attendons quand même, on ne sait pas quand il sera livré. Mais Meizu nous avait dit qu'il préparait. Il préparait l'offensive et ils avaient annoncé que ce serait... Qu'est-ce qu'il a bien alors ce téléphone? Jusque s'il n'a rien de bien, il n'est pas intéressant. Mais il est un petit peu trop cher pour ce qu'il est. Par il est cher, il a un processeur pas intéressant. Et il est l'emblème de l'arrivée de Meizu en Europe. C'est génial. On en attend d'autres. Effectivement. On va critiquer comme ça. Non, effectivement. Beaucoup de gens aimaient beaucoup cette marque dans notre communauté et allaient notamment importer pour les appareils. l'interface aussi. Oui, parce que l'interface c'est Flyme OS 3.0 qui est une version alternative d'Android. Mais effectivement, il n'a rien de fou comme pouvait offrir le Oppo N1 ou comme peuvent offrir les ça se ressemble un petit peu d'ailleurs au niveau des interfaces. On a également une autre actualité qui est très intéressante, et c'est la dernière, c'est Android. Oui, parce qu'Android est en pleine croissance, bon, c'est pas très nouveau, qui représente maintenant 79% des smartphones qui des 79% des smartphones. 79%, je vais jamais y arriver, des smartphones qui ont été vendus en 2013, selon les dernières études. C'est à peu près 10% de plus qu'en 2012. Ça fait quand même une belle croissance, avec Samsung qui, lui, est un petit peu moins bien dans toute cette histoire. Et du coup, pour les chiffres, c'est 79% de smartphones sous Android, 15,5% sous iOS et 3,6% de Windows Phone. Qui est en croissance quand même, c'est assez impressionnant au niveau des chiffres. Ça fait quelques millions de plus au niveau des Windows Phone. Et le chiffre intéressant, c'est qu'on passe à 990 millions de smartphones vendus en 2013 au lieu de 700 millions, 700 millions en 2012. Et 1,2 ou 3, je crois, l'année prochaine. Enfin, cette année. C'est les années. C'est les anticipations. Les pronostics. Alors, ce qui est intéressant à voir aussi, c'est de se dire qu'est-ce que va donner le marché de la Chine avec l'arrivée du concurrent principal d'Android, iOS, vendu par China Telecom. Est-ce que ça va infléchir un tout petit peu les chiffres ou pas? Mais ça ne remettra pas en cause l'hégémonie d'Android. Effectivement. Mais c'est les chiffres qu'on annonçait. Pour nous, Apple était entre 10 et 20%. C'est leur positionnement, c'est leur prix qui fait qu'ils ne peuvent pas avoir plus. Sauf lorsqu'ils arrivent sur un marché en avance avec un produit plus intéressant. C'est ce qui s'est passé au début. Oui, tout à fait. Il y a un effet Apple assez charismatique et qui a un effet vulgarisateur sur tout un paquet de techno, mais effectivement à terme, quand on n'a qu'un seul modèle ou 1,2 on va dire, on ne peut pas aller vraiment au-delà des 15% de part de marché à ce prix-là. Mais l'important c'est les marges. Oui, c'est les marges et c'est le volume. Il faut bien voir que la raison pour laquelle Android a cette pénétration dans le marché, c'est les pays émergents. C'est là où il y a la croissance aujourd'hui depuis un bout de temps. Et c'est des pays qui sont quand même très sensibles au prix. Et donc, ce marché est inondé par des constructeurs low cost, notamment chinois, Huawei, entre autres. Il y a aussi beaucoup de constructeurs qui est le numéro 3, je crois. Huawei est numéro 3 des constructeurs. Oui, c'est vrai. Effectivement, ce qui serait intéressant à regarder, c'est de refaire le même graphique, non pas en part de marché, mais en marge. Et je pense que là, on aurait certainement une surprise. Apple capterait probablement plus de la moitié de la marge du marché mondial, ça c'est sûr. Oui. Voire plus, je pense. C'est le propre des stratégies premium. Mais Samsung aussi cherche à être dans le haut de gamme. J'ai vu dans des présentations d'analyse qu'ils réalisent, aussi bien dans les télés que dans les mobiles ou dans un tas de produits. Ils cherchent à monter en gamme parce que c'est là où il y a plus de marge. Mais c'est important dans une stratégie de volume aussi. Et la stratégie de volume, elle est importante, surtout pour une boîte comme Samsung, parce que ça crée des économies d'échelle au niveau des composants dont ils sont les fabricants. Ce qui n'est pas le cas d'Apple. Effectivement, mais le S4, les niveaux de vente du Samsung Galaxy S4 n'ont en effet pas vraiment à pâlir devant celle d'Apple. Et la dernière actualité, parce que c'est justement c'est la raison pour laquelle tu es là, c'est que tu présentes ton rapport CES 2014 que tu as pris quelques semaines à écrire et c'est déjà une belle performance. Tu peux nous parler de quelques chiffres? C'est du boulot, de chiffres sur le rapport lui-même ou sur l'industrie? Sur le rapport, mais aussi avant de parler de l'industrie, avant de parler du rapport lui-même. En fait, j'y travaille toute l'année. Je fais, comme beaucoup de gens qui observent ce qui se passe sur le marché, moi je fais de la pige toute l'année sur ce qui m'intéresse, mais pas sur tout. En fait, je fais de la pige que j'empile en fait dans mon rapport dans l'année sur les composants. Et je passe pas mal de temps sur les semi-conducteurs, par exemple, pour savoir un petit peu ce qui va se passer. Parce que quand tu regardes la roadmap des constructeurs de semi-conducteurs, tu peux identifier à peu près les grandes innovations qu'il va y avoir dans les smartphones ou les mobiles, enfin les tablettes, les PC, les télés, sur à peu près 24 mois, voire plus. Donc ça, c'est un truc très important que je fais. Je regarde aussi des innovations à très bas niveau, genre les capteurs photo, les capteurs vidéo, les composants, toutes sortes de sensors. Il y a plein de trucs extraordinaires qui se passent aujourd'hui,
qui influeront sur le futur. Après, je passe une semaine à Noël où je compile tout ça pour le mettre au propre. Ça fait à peu près un quart du rapport. Puis après, il y a deux semaines après le CES où j'écris l'essentiel du rapport, qui fait donc 282 pages, 125 000 mots, et je suis au MSI, j'avais calculé 750 000 signes, un truc comme ça. Du coup, on le retrouve sur ton site internet. Ouais, c'est un PDF que tout le monde peut télécharger, et c'est comme ça depuis 8 ans. C'est osrati. Vaut mieux se rappeler Opinion Libre et taper Opinion Libre sur Google pour trouver osrati.net, vu que mon nom sert à gagner au Scrabble plus qu'autre chose. Et du coup, tu le distribues gratuitement. Et tu distribues gratuitement ce rapport. Depuis toujours. Ouais. Comme le guide des startups, qui est un autre document. Alors c'est un rapport qui est très intéressant. Nous, on en avait parlé sur Frandroid l'année dernière, on va en parler cette année. C'est un rapport qui est intéressant parce qu'il est accessible, déjà. Accessible au sens téléchargeable? Non, il est accessible dans le sens, je trouve que tu expliques bien, tu vulgarises pas mal de choses dans ton rapport, mais en même temps... Je vulgarise pour moi-même parce que des fois, il y a des trucs que je comprends pas, donc je lis, je relis, je documente, et à la fin, je dis « Ah, j'ai compris », et là, j'explique. Et puis en même temps, il y a des chiffres qui sont très précieux dans l'industrie et qui peuvent servir à n'importe qui, du journaliste en passant à l'analyste. Les chiffres, je les sais, c'est des sources. Un de mes gros pourvoyeurs de données, c'est GFK, par exemple. Mais c'est un gros travail de synthèse déjà. Oui, il y a la synthèse, mais effectivement, il faut rendre à César ce qui est à César. Il y a des boîtes comme GFK qui font des analyses sur ce qui est sorti de caisse et en retail et en e-commerce, qui permettent de savoir ce qui se passe, après faire des prédictions. Il y a beaucoup d'organismes d'études de marché, comme Display Search sur les télévisions, enfin, il y en a un paquet dans le monde, Gartner, IDC, etc. Et j'essaie de compiler ce qui est disponible gratuitement dans la nature pour en tirer quelque chose. Et d'ailleurs, il y a 2 ou 3 données de marché comme ça que j'ai découvert à l'occasion du CES qui m'ont sidéré, notamment au niveau de la Chine. On en reparlera. Et si tu avais quelques points à mettre en avant sur ton rapport, quelques tendances qui sont vraiment sorties du CES, peut-être, moi j'ai pas envie de te demander qu'est-ce qui nous a pas surpris, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont pas surpris, mais qu'est-ce qui t'a surpris? Moi, ce qui me surprend quand je visite le salon, c'est toujours les signaux faibles, c'est pas les signaux forts. Bon, alors, le fait de voir des objets connectés, des télé 4K... Ça t'a pas surpris, les bracelets et les montres? Les bracelets, les montres, je suis pas surpris, on en parle toute l'année, tout le monde s'attend à ce qu'il y ait. C'est la déferlante, là. C'est la déferlante. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir des petits trucs. C'est de voir aussi des confirmations de tendances lourdes. Un exemple de tendance, c'est le déclin des appareils photo. Alors, il se trouve que je suis photographe, donc je suis très sensible à ce qui se passe dans l'industrie de la photo. Et donc quand je vois le déclin des appareils photo, je me dis, il y a un problème. Alors je vois des constructeurs d'appareils photo qui ont beaucoup de mal à résister à cette dominance des smartphones qui servent maintenant majoritairement à prendre des photos, avec le selfie, le Snapchat et des trucs comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir des technologies qui sont dans le pipe, des constructeurs notamment de chipsets, et qui vont encore améliorer la qualité des photos générées par les smartphones, et qui vont encore plus foutre la merde dans le monde des appareils photo. Donc j'ai vu par exemple une boîte canadienne, alors planquée, c'est 9 mètres carrés dans un stand dans la zone des startups, qui s'appelle Algolux, Montréal, des Canadiens, des Québécois, et qui ont un logiciel qui est couplé à des spécifications matérielles et qui permet d'enlever le flou dans les photos. Et là, c'est vraiment bluffant, et quand on voit la démo, c'est peut-être qu'une démo, et quand on comprend comment ça marche derrière, c'est des transformés de Fourier, des trucs un peu compliqués de mathématiques, et ben on se dit qu'il y a encore des progrès absolument incroyables qui vont arriver dans la photo, dans les tout petits capteurs et donc dans les mobiles. Oui, c'est ce qu'on attend. Et on n'y est pas encore. Un autre truc que j'ai vu qui est pareil, c'est du signaux faible, c'est au même endroit d'ailleurs, c'est dans la zone des startups, c'est une boîte qui a un micro pour smartphone qui contient un laser qui mesure la vibration de tes lèvres et qui est capable d'en déduire ce que tu dis et d'enlever tout le bruit ambiant. Et c'est pareil, si tu regardes la démo, tu fais avant-après, tu te dis 1. Et alors, ce qui est intéressant, c'est pas que ça enlève le bruit ambiant, c'est à quoi ça sert d'enlever le bruit ambiant. Enlever le bruit ambiant dans un mobile, et notamment quand tu es en voiture, ça permet d'améliorer la reconnaissance de la parole. Donc ça permet de fiabiliser des softs comme Siri, et toutes les interfaces machine qui passent par la voix vont être améliorées grâce à ce genre de techno. Alors ce truc-là, le gars, il fait ça dans un coin, c'est une start-up de rien du tout, qui va le vendre en OEM, je pense un jour, à des constructeurs dans le domaine de la mobilité, et un jour, ça améliorera tout ça avec un effet d'entraînement, quoi. Donc c'est ça pour moi le CES, c'est les petits trucs comme ça que je regarde, en plus des grandes tendances lourdes. Et les tendances lourdes, on en a beaucoup parlé, c'est les objets connectés, c'est la 4K, enfin, finalement il y a peu de surprises à ce niveau-là. La surprise c'était que... Il y a des chiffres qui sont intéressants, je vais donner un exemple sur la 4K. Ouais. La 4K c'est un domaine où on se demande si ça va se développer et à quelle vitesse. Et les chiffres de vente, prédictions des analystes sont assez prudents, ils disent bon là ça va démarrer en 2017, 2018, ok. Maintenant quand tu regardes les vrais chiffres de ce qui s'est vendu en 2013 et ce qui risque de se vendre en 2014, 90% du marché de la 4K, ça va être la Chine au début. Et ça m'a vraiment
étonné. Enfin, c'est pas que ça m'a étonné, mais c'est pas si surprenant que ça, parce que les Chinois, ils sont très bling-bling, ils aiment bien les grands écrans, ils aiment bien avoir des produits statut, un peu comme les gens qui achetaient du Apple il y a quelques années. Maintenant, Apple s'est banalisé, mais à l'époque, c'était un produit de statut. Et les Chinois, ce sont ceux dans le monde qui achètent les plus grands écrans, et ce sont les premiers qui vont acheter de la 4K. Et c'est un marché intérieur de plus de 400 millions de personnes. Donc on se rend compte à quel point le marché chinois va devenir structurant du marché mondial, au-delà du fait que les usines sont chez eux. Ça, c'est très intéressant. Et on le retrouve d'ailleurs quand on visite le salon, puisque tous les constructeurs chinois qui sont présents, en plus des Coréens et des Japonais, inondent le salon d'écrans 4K, pas cher. La 4K, soit 55 pouces, c'est 1000 € maintenant. C'est chez Polaroid, par exemple. Polaroid, $1000. Non, mais c'est chez les constructeurs iSense, Haier, Skyworth, Kobe aux États-Unis. Je crois que Samsung ne va pas tarder. Donc, et on en trouve, je crois, déjà en France à 1000 €. Donc, ça va aller très vite. Après, il y a des caméras. Les caméras, j'ai vu des caméras Sony, par exemple. Ils ont sorti une nouvelle caméra. Alors, elle a un nom à coucher dehors que je ne retiens pas, le FX A1, je ne sais pas quoi. Mais cette caméra-là, elle est 2 fois moins chère que celle qui est annoncée il y a 4 mois, en septembre à l'IFA. Et elle a un capteur qui est 10 fois meilleur. Il dit, tiens, ça veut dire qu'en 4 mois, la technologie a déjà changé de génération. Elle est à $2000, c'est un prix encore haut de gamme pour du consumer, mais on sent que ça va arriver vers le consumer. Et dans le même temps, il y a des smartphones 4K qui sont arrivés sur le marché à l'IFA, il y a le Acer et puis le Samsung Galaxy Note 3. Donc voilà, le marché commence à être inondé de très haute résolution. Et moi, ce qui me sidère en fait, à la fois avec les écrans qui viennent de la Chine, et qui sont utilisés en Chine, et avec les smartphones 4K, c'est qu'en fait, les consommateurs vont pouvoir capter de la 4K avant même qu'il y ait des caméras 4K dans les studios de télévision. C'est un truc de fou, quoi. C'est jamais arrivé, ça. D'arriver la techno qui arrive dans cet endroit-là, en fait. Voilà, ça, par exemple... Oui, mais Olivier, ça... Ah, excuse-moi, Damien, vas-y. Pardon, Ulrich. Olivier, c'est intéressant ce que tu dis, mais d'abord, ça pose une question. C'est que, premièrement, la baisse des prix est volontaire pour essayer justement de structurer le marché rapidement. Puisque le problème des vendeurs de télévision, c'est qu'ils ont des problèmes de relais de croissance. La 3D devait être un relais de croissance, ça n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, ils misent tous sur la 4K. En se disant qu'effectivement, ça va leur permettre de relancer des ventes de machines, d'écrans. Je vous rappelle, pour information, que le plus grand événement au monde qui aura lieu cet été sera la Coupe du Monde de football, filmée pour partie en 4K. Donc, par conséquent, il va y avoir effectivement un enjeu très très fort par rapport à ça. Maintenant, la question que je me pose, c'est 2 choses. Une télévision à $1000 ou 1000 € en 4K, j'attends de voir quelle est la qualité du traitement du signal. Le deuxième point qui est structurant par rapport à tout ça, c'est de se demander si comment on va faire pour transiter la quantité de données nécessaires pour avoir de la 4K. Parce que l'avoir des écrans, c'est super, avoir des outils qui permettent de capter, c'est super, mais entre les deux, les canaux de connexion. Quand on regarde les débits nécessaires pour pouvoir faire transiter une véritable image 4K, je peux vous garantir que vous avez besoin d'être tous fibrés. Mais Damien, tu sais qu'il y a des nouveaux encodeurs qui ont été présentés et qui permettent de faire transiter de la 4K avec 15 à 18 mégabits en bande passante. Ma réponse sur le sujet, elle est simple, c'est que la roadmap des tuyaux est parfaitement en ligne avec la roadmap de l'adoption de la 4K. Il y a d'abord le satellite, il ne faut pas oublier. En général, la télé de qualité, elle arrive souvent par le satellite, parce que la bande passante sur satellite est largement disponible. Donc Eutelsat et Astra sont prêts à arroser le monde en canaux 4K. Il suffit de mettre à jour le parc de box. Alors ça, c'est un problème de capex après au niveau des opérateurs. Mais on peut changer les box pour recevoir du satellite en 4K. D'ailleurs, toutes les nouvelles générations de box qui vont être mises sur le marché par tous les opérateurs du monde entier vont supporter le codec HEVC qui sert à véhiculer 4K et d'être capable de recevoir les flux 4K à 30, 40 mégabits à peu près. Et ça ne posera aucun problème, techniquement parlant. Après, effectivement, sur les réseaux terrestres, ça pose un problème, mais ce problème, il est traité comme il l'a été sur la HD quand elle est arrivée il y a quelques temps. Il y a Netflix, par exemple, qui va sortir House of Cards en 4K dans 2 semaines. C'est le 19 février, même si je m'abuse. Donc le 19 février, qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils vont télécharger, en fait, la série. Ils ne vont pas forcément la voir en streaming. Donc il va y avoir, au début du téléchargement, parce qu'on ne pourra pas forcément avoir tout en temps réel, il faut savoir aussi que la 4K, elle est d'abord utilisée par des gens qui sont dans les villes, où il y a en général une infrastructure de réseau de bonne qualité. Par exemple, quand Netflix démarre en 4K aux États-Unis, on va se dire, bon, où est le réseau? Il faut savoir que le débit moyen dans les grandes villes américaines est de 30 mégabits. Je ne dis pas dans le Middle West. Dans les grandes villes américaines, des côtes, Est et Ouest, le débit, c'est 30 mégabits quand on est connecté en broadband. Donc, quand on sait que la 4K, ça nécessite entre 15 et 20 mégabits au minimum, ça passe, en théorie.
Donc, après, il y a le FTTH. Le FTTH, il est largement déployé en Corée et au Japon, il commence à être déployé en Chine. Donc, tous ces pays-là vont adopter la 4K extrêmement rapidement. Après, nous, en Europe, on sera peut-être un peu plus lent, mais ça sera un argument de plus pour aller plus vite sur la fibre. Bon, voilà un exemple, un extrait de ce qu'on peut lire dans ton rapport. Et l'idée, entre autres, ouais. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. Pour rappel, il est gratuit et distribué gratuitement sur ton site internet. Et franchement, il est vraiment accessible. Je veux dire, même aux personnes qui ne sont pas vraiment technophiles. Enfin, il y aura un théorie écrite à la fin, parce qu'il y a des trucs, quand même, des fois, c'est pas évident. Ouais, il y a des choses pas évidentes. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment très intéressant de le lire. Et j'encourage tout le monde à télécharger ton rapport. Il y en a encore, oui. J'ai pas encore fermé le verrou. Je devrais faire ça un jour, dire au bout d'un mois, je ferme le verrou, ça devient payant. Les gens changer plus vite. Pour le NetSize Guide de Télécom, ils font ça. On pourrait s'amuser à faire ça. Bon, on va passer au test de la semaine. Le test de la semaine, c'est un téléphone Decathlon. Un sac de couchage, un pantalon de ski ou encore des chaussettes. Quechua nous a sorti cette année un téléphone, le Quechua Phone. C'est le téléphone de ce test. C'est un téléphone qui est distribué par Decathlon mais qui a été conçu par Arcos, donc avec Auxilan, le groupe qui est à la tête de Decathlon, et qui nous propose un téléphone mountain proof. Alors comprenez qu'il est destiné aux randonneurs, aux gens qui vont à la montagne, qui vont faire du ski, qui vont faire des randonnées, et donc il doit survivre à tout ça. Alors, si on le remet un petit peu en contexte, il y a du monde quand même sur le secteur des smartphones dits résistants ou robustes. On va avoir du monde chez Samsung qui fait des Galaxy X-Cover, un peu plus cher puisque celui-ci on l'a à 230 €. On va avoir des Caterpillar par exemple avec le B15 notamment. On a du Xperia Go chez Sony, on a du DeFi, alors ça date d'il y a un petit peu plus longtemps chez Motorola. C'est un téléphone qui arrive dans un marché voilà, où il y a déjà des challengers. Où il y a des marques qui sont bien établies, qui font ça depuis assez longtemps, et donc Arcos, qu'on ne connaissait pas pour des smartphones robustes, mais qui a racheté récemment une firme spécialisée en la matière, bien que les produits n'aient pas commencé à sortir, se met aux smartphones robustes, avec un produit entrée de gamme, son prix en témoigne, mais il n'a pas de prétention supplémentaire. Au-delà de sa résistance au choc, quelles sont ses caractéristiques? Alors, c'est un téléphone Android. Comme tu le vois, il est grand. Alors, il a un écran de 5 pouces avec une définition... Et surtout épais. Enfin, épais dans le sens... Oui. Alors après, il a une structure renforcée. À l'intérieur, il est en métal. C'est quoi ça, là il y a un capteur, là. Là, c'est le haut-parleur. Non, c'est le haut-parleur. C'est le haut-parleur, ça. Ouais. C'est le haut-parleur ici. Ils ont mis plein de petits morceaux en métal un peu partout. On a un écran donc, de 480 par 800 pixels. Et il y a des sur 5 pouces, c'est pas énorme. Il y a les petits caches pour assurer l'étanchéité de l'appareil, qui n'est pas waterproof comme on pourrait l'attendre. Ouais. Il est certifié IP54, c'est-à-dire qu'il est résistant aux éclaboussures. À la poussière et aux éclaboussures. Donc on peut l'emmener sous la pluie, on peut le faire tomber dans la neige. Par contre, si on va faire du kayak ou si on va, je sais pas, traverser une rivière, il ne faudra pas l'immerger entièrement. On n'est pas sûr qu'il y résiste. Et pour les caractéristiques qui intéressent les vrais passionnés d'Android, c'est-à-dire le processeur, la définition d'écran. On a un Snapdragon 200 à l'intérieur, donc du 480 par 800 en pixels sur l'écran. Ce qui ne permet pas d'avoir de la 4G, mais simplement de la 3G. De la 3G, effectivement. Okay. À 7 mégabits, c'est pas énorme. Hein. On a également une mémoire interne de 4 Go, on a une carte mémoire qu'on peut mettre à l'intérieur. On a 1 Go de mémoire RAM, ce qui est 2 fois supérieur au minimum requis pour Android. Voilà, il ne fallait pas moins effectivement. On a une grosse batterie, c'est sûrement l'atout principal de l'appareil, de 3500 mAh. On sait où ils l'ont mis. Effectivement, alors là on ne le voit pas, mais il pèse son petit poids, il pèse quand même 250 grammes. Je pense que c'est le plus lourd du marché, autant le dire. Et l'écran, du coup, la définition d'écran, on en a parlé, c'est... Oui, allez, je leur dis une petite troisième fois. Il est de 480 par 800 pixels. Ouais, c'est extrêmement... Pour un écran 5 pouces, c'est très faible. Bah, du coup, on le voit directement. On le voit assez, donc c'est pas terrible. Alors, il compense par une bonne luminosité, heureusement. Mais l'avantage d'un écran comme ça, avec un processeur peu puissant, c'est que ça permet d'obtenir une excellente autonomie. Et pour le coup, c'est là qu'il se démarque vraiment de ses concurrents. Et le capteur photo? Je te déconseille de l'utiliser. Il fait 5 mégapixels. Oh là, en plus il y a le bruit qui va avec. C'est à peu près comme tous les téléphones dans ce segment. Samsung faisait mieux quand même. Samsung fait mieux, mais généralement c'est des téléphones qui sont bas de gamme sur la totalité de l'univers smartphone. Ils sont résistants, mais on a l'impression que les constructeurs ils n'ont pas voulu rajouter le fait que ça pouvait être un bon smartphone. Et c'est ce qui est dommage. Ça c'est extrêmement dommage parce que ce téléphone-là il est livré avec
Merci, elle est cool cette photo. Non, effectivement, les couleurs sont dégueulasses. Non, c'est pas terrible. La lumière est très mal gérée. La musique également. Le sujet, c'est pas forcément nécessaire, mais il est livré avec une suite qui permet de faire un genre de carnet de voyage sur lequel on peut mettre des photos. Dommage qu'on puisse pas mettre les photos qu'on a faites avec son téléphone, c'est quand même un petit peu... Du coup, il tourne sur de l'Android, quelle version ? 4.1. Donc l'interface est très pure pour le coup, il n'y a quasiment aucune modification logicielle. Il y a juste toute une suite d'applications sur la faune, sur la flore, sur plein de petites choses comme ça qui peuvent intéresser les gens. C'est des versions démo d'applications qu'on peut ensuite télécharger en version complète. Voilà, c'est un agrégateur plutôt qu'autre chose. Et ce qui est également intéressant pour les gens qui font la randonnée, c'est qu'il y a un GPS bien sûr, mais il y a également un altimètre et un gyroscope et une boussole. Donc ça, le gyroscope et la boussole, c'est de base. Mais l'altimètre, c'est plutôt rare sur les téléphones. Après, il y a toujours l'altitude qui est donnée par le signal GPS. Hein, c'est vrai. Même si maintenant, c'est forcément plus précis d'une part et beaucoup plus rapide à obtenir comme chiffre. Avec et est-ce qu'il y a un baromètre dedans? Parce qu'on a vu maintenant que dans les tablettes Android ou dans les smartphones, il y en avait très souvent. Est-ce que c'est le cas de ce téléphone ou... Il me semble bien que oui. Pour faire l'altimètre, peut-être qu'il y a un baromètre. Le principe. L'altimètre, c'est un baromètre, il me semble. Oui. Non, bon, j'ai raconté une connerie. Mais il n'y a pas de souci, Edouard. L'altimètre, c'est la fonction, et le baromètre, c'est la techno. D'accord. C'est ça. Ok, bon, bref, je vais interroger tout le monde du coup, c'est parce que tout le monde a son avis, tout le monde, je pense, a quelque chose à dire sur ce téléphone. Au-delà de Laure qui a testé le téléphone, et Tony qui n'est pas là, on a également des personnes qui connaissent très bien ce marché. Je sais pas, Olivier, qu'est-ce que tu penses de ce type de téléphone Android ? Pas grand-chose. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des technologies qui permettent de rendre vraiment waterproof jusqu'à 5 à 10 mètres de profondeur des téléphones. Oui, on en parlait tout à l'heure. Ça coûte un peu cher, mais il y a Liquipal qui fait ça. Il y a une boîte qui s'appelle HZO qu'on voit tous les ans au CES depuis 2-3 ans. Alors moi, ma théorie, cette technologie, elle était limitée jusqu'à il y a 1 an. C'est une technologie qui est utilisée plutôt en usine, c'est-à-dire qu'en fait, elle consiste à mettre un film plastique dit nanotechnologie, mais enfin, en gros, c'est un film plastique liquide qui sèche et qui est mis sur tout le circuit électronique de l'appareil. Donc, il est complètement isolé électriquement, sauf à l'endroit des contacts externes, mais globalement, toute l'électronique est isolée. Il avait un inconvénient néanmoins, c'est que ce film, il résistait pas à l'eau salée. Okay. Et je crois que sur au moins un des fabricants de ce genre de solution, ils ont maintenant une solution qui résiste à l'eau salée. Mais qui n'est pas encore dans les téléphones. Donc le produit vient d'arriver, ce qui veut dire qu'il arriverait dans les smartphones eau salée proof d'ici, je sais pas, 6 mois, 1 an, quoi. Moi, ma théorie me fait dire que sur ce téléphone, le budget était trop serré pour pouvoir intégrer ce type de technologie et rendre vraiment le téléphone waterproof. C'est un petit marché. Parce que là, il est IP54. C'est un marché de spécialistes, c'est en plus une marque chinoise, c'est pas une grande marque. Bon. Alors c'est pas vraiment une marque chinoise. Moi je vois le nom qui est marqué derrière. Géonote c'est une filiale. Ça c'est le nom du produit. Non, Géonote c'est. Il y a Géonote qui est connu pour ses caméras 360. Et en fait c'est Arcos qui a conçu le téléphone. C'est Arcos derrière. Ouais. Donc c'est pas vraiment chinois. D'après ce qu'Arcos m'a dit, c'est qu'ils avaient des vraies équipes en R&D qui ont travaillé sur ce téléphone. Mais oui, Arcos ils ont 2 stratégies. Ils ont une stratégie d'un côté de faire des produits genre dans les tablettes où c'est purement des Chinois où ils mettent leur marque dessus. Et puis il y a des produits notamment dans la domotique, enfin, dans tout ce qui est équipement de la maison, où ils ont ces plein de capteurs qui font... Et ça en fait partie. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est ce qui est intéressant avec ce téléphone quand même, c'est que certes, vous le présentez comme une merde infâme, si vous me passez l'expression. Non, pas une merde infâme, mais il est très moyen. Ça, on l'a dit en off. Damien, t'es pas sympa. Bon, on va dire que dans tous les cas de figure, moi ce que je trouve, il y a un point d'abord que j'aimerais relever, ce que je trouve dommage, c'est qu'admettons qu'il soit moyen surtout. Il a une batterie importante, ça c'est intéressant, il a différents éléments techniques pour les randonneurs, parfait. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas un bon appareil photo, parce que finalement, c'est un peu le truc que vous aimeriez avoir, hop, vous sortez l'appareil, vous prenez une photo, vous n'allez pas sortir votre réflexe pour pouvoir faire une jolie photo de paysage. Ça c'est le premier truc que je trouve un peu bizarre. Maintenant, ce qui est intéressant quand même à se demander, c'est que d'abord il y a une tablette qui est annoncée, une tablette 4G qui est annoncée par Quechua un peu plus tard. Deuxième élément, ce qui est intéressant à se dire, c'est que pour moi c'est un brouillon, c'est un premier niveau, c'est de se dire que finalement un distributeur comme Decathlon, enfin Oxylan, investit un nouveau domaine, et surtout ce qui est intéressant, c'est l'inauguration concrète de la stratégie d'Arcos dans des métiers de niche, puisque Arcos se cherche depuis 5 ans, se dit que ils ont voulu faire une joint venture en Chine justement pour pouvoir essayer de chercher des meilleurs sourcing et pour faire une marque, une sous-marque Arnova qui a finalement cannibalisé
la première. Et aujourd'hui, finalement, ils se disent, voilà, on va faire de la domotique d'un côté, et on va revenir à notre R&D, qui finalement est pas si mauvaise que ça, en faisant certes de la fabrication en Chine, pour gagner sur les coûts, mais à la fois on va quand même redonner de la valeur en termes de R&D. Et ce qui est intéressant, c'est que pour faire ça, ils vont se positionner donc sur des marchés de niche. Ils vont faire du téléphone pour, par exemple, Auchan. Ils vont faire du téléphone pour Decathlon. Je crois même qu'aux États-Unis, ils ont certaines marques qui ont commencé à travailler avec eux aussi sur des marchés de niche et des téléphones, on va dire, spécifiques. Et ça, je trouve ça assez intelligent pour se battre sur un marché qui aujourd'hui est envahi. Une position d'intermédiaire qui est intéressante parce qu'ils arrivent à concevoir des téléphones avec des cahiers des charges tout en maîtrisant les coûts et des téléphones qui sont pas catastrophiques parce que bon, non, faut pas exagérer non plus. Les caractéristiques sont moyennes, mais le téléphone n'est pas catastrophique. On va pas le déconseiller à la vente. Je crois que le test écrit, on l'a mis 6 sur 10. Oui, parce que il est solide. Il a une excellente autonomie. Il a une partie des caractéristiques que l'on attend pour ce type de produit, mais il n'a pas tout. Effectivement. Et qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux personnes qui veulent vraiment un téléphone pour baroudeur aujourd'hui ? Une pochette en plastique par-dessus leur téléphone. Pour l'instant, je sais pas s'il y a une vraie solution. Moi j'attendrai un petit peu. Moi j'aimais beaucoup le Motorola Défi. Oui, il était bien. Il a pas très bien vieilli évidemment parce que déjà quand ils l'ont sorti, ils l'ont sorti avec une gamme de retard entre guillemets, ouais. C'est-à-dire que d'un point de vue purement technique, ce qu'il y avait au cœur de la bête, c'était pas très à jour. Donc on payait le coût de la résistance anti-choc et anti-immersion. Mais là, moi je pense qu'aujourd'hui... sont dits professionnels comme le Caterpillar. Voilà, ça c'est encore autre chose. Là je parle vraiment des sports en extérieur. Moi ce que je conseillerais c'est d'attendre d'avoir des solutions avec peut-être par exemple des liseuses de poche en 5 pouces pour les cartes IGN. Ça serait quand même pas mal intéressant d'avoir des téléphones, ou alors sinon si on repart quand même sur le téléphone un peu plus classique, d'avoir des téléphones déjà avec au dos un panneau solaire, ça serait un minimum quand on sait que c'est des choses qui se font depuis des années. Il y a la place, il y a la surface. Avoir un vrai capteur photo comme le disait Damien, c'est quand même un minimum. Quand on fait de la rando, on cherche à s'alléger le plus possible. Donc si on peut avoir pour une différence de qualité pas trop importante, la possibilité d'avoir un seul appareil plutôt que deux, on va le faire. Mais là aujourd'hui, avec les photos que le Quechua Phone prend, c'est pas possible. Et moi, ça me paraît aussi. J'ai vu un chargeur à manivelle CES. Ouais, ça c'est cool aussi. C'est cool. Il charge une batterie qui est dans la coque et il est. Alors nous, on a vu sur le stand de Samsung un vélo qui était connecté à un téléphone, bon c'était un Galaxy. Du coup on avait des informations sur son parcours, mais on avait aussi, ça rechargeait le téléphone quand on pédalait. Ouais. C'est intéressant. Bon. Bah, tu fais d'une pierre deux coups, ouais, c'est bien. En fait il faudrait qu'il puisse y avoir un mode non smart en fait, que tu puisses rebooter ton téléphone en simple téléphone. Ouais. Ça, ou pour avoir les coordonnées GPS ou des choses. Il y a peut-être une autre solution aussi, bientôt ça sera d'avoir une montre connectée au téléphone et on laisse le téléphone dans la poche à l'abri. Ouais. Et la montre à elle-même devra être waterproof. Voilà, ça sera peut-être plus simple. Moi, du coup, mon message pour les baroudeurs qui veulent s'équiper, c'est d'attendre encore un peu la vraie innovation qui va permettre d'embarquer du joli matos sans problème. Ce sera peut-être le modèle 2, justement. Laure, est-ce que tu as une conclusion sur ce téléphone ? On achète pas ? À toi de nous dire. On achète, mais en étant conscient quand même qu'on va faire des concessions, qu'on va pas le payer aussi cher qu'un smartphone haut de gamme. On va le payer 230 €. Pour ce prix-là, on ne pouvait pas s'attendre non plus à des performances exceptionnelles. Bon, le système Android tourne quand même. Ça tourne pas mal. Hein. J'ai réussi à faire des scores potables à Flappy Bird tout à l'heure, donc c'était pas si mal. Voilà, on se dit que c'est le smartphone qu'on va acheter en même temps que sa tante. On n'en attend pas plus qu'une tante Quechua qu'on connaît habituellement. Bref, ok, donc c'est comme une tente Quechua, on a l'impression que ça s'ouvre très vite, mais c'est pas aussi résistant que le haut de gamme. C'est possible. Voilà, c'était le test du Quechua Phone qui est disponible dans toutes les boutiques Decathlon et sur le site decathlon.fr. Souvenez-vous, en 2011, Google a racheté une petite boîte, elle s'appelait Motorola Mobility, en fait c'était une partie de Motorola. Et là on est en 2014, début 2014, et Google vient d'en vendre une partie
et en tout cas la partie la plus significative, effectivement. Effectivement, Motorola Mobility donc, vient d'être cédé aux Chinois Lenovo, et tout ceci entraîne pas mal de questions et beaucoup d'incompréhension de la part d'une partie du lectorat et des internautes. Et c'est le sujet de ce débat parce que c'est très passionnant, c'est sûrement une actualité qui va marquer incontestablement la scène Android et tout le secteur des nouvelles technologies. Donc du coup, on va essayer de répondre à un certain nombre de questions. Pourquoi est-ce que Google avait racheté Motorola en premier lieu? Pourquoi est-ce qu'il le revend? Est-ce que 12 milliards, c'est pas trop cher pour juste des brevets? On aura l'occasion de Sachant que là, le prix est beaucoup plus bas que voilà, le prix en 2011. est absolument... On refera le détail du calcul, mais voilà, donc aujourd'hui, l'une des questions notamment, c'est quel est l'intérêt pour chacun des acteurs, pour Google, pour Motorola Mobility, et bien sûr, pour le nouvel acquéreur Lenovo. Toi, Ulrich, est-ce que tu as un avis d'ailleurs sur cette question? Moi, j'étais pas surpris parce que je savais bien que c'était pas le métier de Google, on le disait. Même si Google avait, depuis 2 ans, restructuré Motorola Mobility pour limiter les pertes, avait un petit peu retravaillé le marketing et la communication de Motorola, on savait bien moi, en tout cas, je savais qu'ils allaient s'en débarrasser. Et je suis content parce que c'est Lenovo, et Lenovo, c'est un acteur qui est très impressionnant. Ils sont leaders sur le PC, ils vont être leaders sur les serveurs x86, et bientôt, ils seront peut-être leaders sur la téléphonie. C'est mon leader loin derrière Samsung, quand même. Je sais pas. Bah, Samsung a, je sais pas combien, 47% du marché. Oui, mais ça va vite et je pense que ça peut repartir vite. Bah, t'as Huawei, enfin les Chinois vont se concurrencer entre eux, c'est ça la guerre en fait. C'est Huawei qui est juste derrière Apple et Samsung. Et parmi les Chinois, il y a ZTE qui va pas très très bien, et il y a Lenovo. Bon. Il y a TCL aussi. TCL, bah oui, ils se battent tous, et il y a même Alcatel. TCL vend la marque Alcatel Touch. C'est très étonnant quand on visite le CES d'ailleurs de voir cette marque Alcatel, parce que bon, c'est plus une marque française. Maintenant, il y a les téléviseurs vendus par TCL et il y a les téléphones vendus par Alcatel One Touch qui en fait sont le même groupe. Oui, c'est la même société. Tout à fait. Damien, toi, tu as un petit avis sur ce rachat, j'imagine? Moi, j'ai. Tu t'y attendais ou pas? Sans vouloir. Ouais, moi, j'ai jamais cru au rachat de Motorola par Google. Quand j'ai jamais cru, c'est que je me suis demandé ce qu'ils faisaient. Et je pense que la véritable raison, elle était la volonté de racheter surtout le panier de brevets qu'avait Motorola, puisqu'il faut bien savoir que Google a restructuré, dépecé Motorola et revendu la carcasse fumante de la société à Lenovo, qui était très content de pouvoir avoir une marque mondialement connue, qui est bien placée aux États-Unis encore, et donc qui permet de lui donner un pied d'attaque, ou un pied, on va dire, non négligeable sur le marché américain, sur le continent américain, nord-américain, tout en lui permettant aussi effectivement de se lancer on va dire dans la grande bataille que disait Olivier des téléphones Android entre Chinois. Mais très clairement, il est là. Le truc, c'est qu'il faut bien savoir que Google a découpé la société, a revendu la partie des codeurs pour 2,4 milliards, a récupéré une partie des brevets, au moins a récupéré les brevets et a fait un système, on va dire, d'échange, si on peut dire, ou de collaboration avec Lenovo sur ceci, et a récupéré de l'argent frais de Lenovo. Au final, je pense qu'ils n'ont pas spécifiquement perdu. Et ils ont gardé la filiale Motorola Advanced Technology qui travaille entre autres sur le projet ARA, le téléphone modulaire. Bref, Google quand on fait le calcul du prix, donc le prix d'achat était 12 milliards, quelque chose, 5, en 2011. En 2011. En début 2014, on revend donc pour 3 milliards, mais avec toutes les reventes de parties de la société qui ont eu lieu, plus les assets que Motorola avait en poche et qui restent dans les comptes de Google, au final, le portefeuille de brevets, c'est-à-dire ce que conserve Google de Motorola Mobility, ça leur a coûté 1,5 milliard. C'est quand on reprend tous les calculs, ce qui est finalement relativement peu cher pour l'un des portefeuilles de brevets les plus importants. Et c'est une stratégie de défense sur Android, ils avaient besoin d'avoir ce paquet de brevets pour rééquilibrer les forces. Pour se battre contre Microsoft, Apple et d'autres. Et c'est toujours une guerre où tu as intérêt à avoir des milliers de brevets de ton côté, parce que les brevets, c'est toujours une monnaie d'échange en fait.
Il y a des procès qui peuvent avoir lieu, mais en général, ça c'est une monnaie d'échange. Donc pour éviter de se faire agresser, tu as ta monnaie à toi et tu deals après avec les uns les autres. Et tous les jours, tu as des annonces. Et tous les jours, tu as des annonces, il y en a eu d'autres, je crois, récemment. Tous les jours, tu as des annonces de ce qu'on appelle le cross-licensing entre deux sociétés qui échangent leurs brevets, comme ça, elles ne se tapent pas dessus en procès. Par contre, il y a la symbolique de l'annonce est rigolote d'un point de vue de la coïncidence dans le temps, parce que Google a revendu pour 3 milliards de smartphones et a racheté pour le même montant un thermostat et un détecteur de fumée quand même. Donc la symbolique est quand même rigolote. Mais le débat est pas sur net, alors que effectivement c'était assez... ça fera l'objet d'un autre débat. Mais Damien, justement, tu voulais dire quelque chose ? Oui, l'enjeu sur Nest, il est tout à fait autre. Très clairement, ce qu'il faut voir, c'est que lorsque Google a racheté Motorola, la première raison officielle annoncée était de dire qu'ils avaient besoin de renforcer justement les positions d'Android, et notamment au travers de certaines technologies ou brevets. Donc là, ils ont fait ce qu'ils avaient dit. Ils ont fait peur à effectivement, je veux dire, leurs partenaires ont vraiment eu peur de ce rachat. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs, il y a aussi une autre raison, c'est que ils ne pouvaient pas le garder parce que justement ils étaient à ce moment-là jugés partis. Certes, ils font le Nexus aujourd'hui, on est bien d'accord, mais le Nexus reste un téléphone finalement développé par Google, et paradoxalement, le fait de racheter Motorola, c'est par contre se payer une marque quand même très connue, mondialement connue du téléphone et donc de fait, effectivement, ça a fait peur au reste de l'écosystème. Et donc, se dire que finalement revendre cette marque-là, c'est finalement soulager les autres, se dire qu'il n'y a pas forcément, on va dire, de régime de faveur au sein de Google pour cette société-là. Et c'est là où c'est bien vu. Justement, j'aimerais bien interroger Edouard, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Justement, c'est vrai que d'entrée de jeu, on savait que Motorola, le rachat c'était pour les brevets et que ça avait posé beaucoup de problèmes parce que les gens se disaient, est-ce que les Nexus qui avaient été faits par HTC, par Samsung ou par LG, même Asus, qu'est-ce qui allait devenir de cette marque Nexus? Tu rêvais pas d'un Nexus Motorola comme beaucoup de non, moi en fait je voulais surtout pas de Nexus Motorola parce que ça voulait dire qu'il y avait une connivence entre les deux entreprises et le fait qu'au final il n'y en ait jamais eu, j'ai trouvé ça que c'était plutôt un point positif. C'est clair que les Moto X et Moto G sont en quelque sorte des Nexus parce qu'ils donnent une certaine certaines guidelines à suivre pour les autres constructeurs et probablement en fait que Google s'est servi de Motorola pour essayer de délivrer cette image qui est en fait un Android en un peu mieux sans toutefois changer l'interface. Ce qui est marrant, c'est qu'il se passe la même chose dans la télévision avec Android. Ah ouais? Oui, parce qu'il y a deux sortes de télé Android. Il y a les télé Android qui sont Android pur jus, qu'on appelait avant Google TV. Donc c'est le cas chez Hisense, par exemple, chez les Chinois. Avec tous les dongles. Voilà. Et tu as des télés qui sont Android au niveau de l'OS, mais il y a au-dessus une couche utilisateur qui a été faite par une autre société, achetée à l'extérieur, et qui est au-dessus. Donc Google a intérêt, je pense aussi bien dans les télés que dans les smartphones ou les tablettes, à avoir sur ce qu'on appelle un reference design, c'est-à-dire en fait une spec de base de ce que doit être le téléphone en 2013, en 2014, en 2015, et pareil pour la tablette, pareil pour la télé. Ça définit en gros la guideline pour le marché, et ensuite les autres ont qu'à suivre. D'ailleurs, il faut savoir que Microsoft faisait ça à l'époque, il y a 15 ans, quand j'y étais, ils faisaient ça pour les PC. Ils définissaient avec Intel ce qu'était le PC 94, 95, 96, et les constructeurs suivaient sur des specs de base. Ils le font maintenant avec la Surface, etc. Oui, un peu. Surface, ils sont constructeurs maintenant, mais c'est la notion. C'est la notion quand tu possèdes l'operating system, tu définis en gros ce que doit être l'expérience utilisateur de base, donc le hardware qui est derrière, et après tu laisses l'innovation plus ou moins se développer chez les constructeurs. Mais fondamentalement, tu définis un standard de marché au niveau du matériel. Bon, vas-y Damien. Juste pour finir là-dessus, le fait est que finalement, Google produit déjà le Nexus, et ce avant d'avoir acheté Motorola. De fait, pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin de Motorola? Je veux dire, voilà, la question, la réponse dans la question, ils n'ont jamais eu besoin de Motorola. Ils savent très bien faire sans. Par conséquent, effectivement, il y avait autre chose derrière, et on l'a bien expliqué. Moi, j'ai une théorie là-dessus sur toutes les acquisitions des grosses boîtes, c'est qu'ils savent pas en fait. Souvent, ils font les choses n'importe comment. Il faut savoir que dans les grosses boîtes, les acquisitions, c'est aussi des jeux de pouvoir internes aux gens des boîtes. C'est des gens qui ont des lubies, ils ont beaucoup d'argent, et donc ils peuvent faire des erreurs. Ils ont de l'argent qui permet de faire des erreurs, ils ont de l'argent qui permet d'expérimenter, et ils font des trucs bizarres. Mobility a limité les charges et les impôts de Google sur plusieurs années. Voilà, il y a des financiers derrière qui mettent leur grain de sel sans forcément qu'ils soient au courant de ce qui se passe du point de vue industriel.
Et il n'y a pas toujours un rationnel, ultra rationnel à la française qui explique toutes ces acquisitions ou toutes ces reventes. Mais d'ailleurs, il suffit de regarder le portefeuille de smartphones de Motorola cette année. C'est clairement pas avec 2 téléphones qui vont réussir à récupérer les parts de marché qu'ils ont perdues. Non, et puis c'était pas non plus... Surtout la distribution très limitée. La boîte était laissée pour compte. Faut aussi se rendre compte, moi j'avais eu le débat plusieurs fois avec des personnes qui me maintenaient que voilà, Google allait conserver Motorola et que maintenant Motorola c'était vraiment a Google Company, comme le logo le dit. Et en particulier, ce débat je l'ai eu à propos des mises à jour des Moto G et X en Europe, que je maintenais qu'elles n'auront pas particulièrement lieu, et du moins pas tant que le propriétaire était Google, parce qu'en réalité, on a une entreprise qui est basée à Chicago, l'autre qui est basée dans la Silicon Valley, qui ne se sont pas particulièrement rencontrés. C'est vrai qu'il y a eu des détachements d'employés, mais il n'y a eu aucun transfert de contrat de travail. C'est-à-dire que tous les employés de Google qui ont travaillé sur Moto G et sur Moto X ont conservé leur contrat de travail chez Google et n'étaient pas du tout des employés de Motorola. C'était exactement ce qu'on voit avec la structure Nexus, donc on savait que c'était quelque chose d'assez temporaire. Ceci dit, ça nous amène justement à une question un peu particulière, puisque Motorola a plutôt un gros passif en matière d'internationalisation. Oui, les terminaux ont souvent été vendus en dehors des États-Unis, mais en ce qui concerne le support et l'évolution avec les mises à jour, là par contre, c'était en général le néant. Donc aujourd'hui, la question c'est, est-ce que Lenovo c'était vraiment le meilleur candidat pour faire de Motorola la marque internationale que cette entreprise mérite? En tout cas, Motorola est un bon moyen pour Lenovo pour devenir une marque internationale. Dans ce sens-là, ça marche. Ils sont actuellement 5e, si je ne me trompe pas, au classement des constructeurs. Ils sont très présents en Chine, ils sont très présents en Asie, en Russie également. Ce qui est impressionnant, c'est qu'ils sont 5e sans être disponibles dans en Occident, en gros. Ouais. Ils sont présents donc en Inde, si je ne me trompe pas. Au Moyen-Orient un petit peu. Mais ils ont besoin d'un ticket d'entrée en Europe et aux États-Unis. Ils ont besoin d'une marque qui est déjà connue, qui est implantée là-bas, pour arriver à rééquilibrer le marché aussi. Avec le marché du PC. Et pour Google, c'est intéressant, puisqu'on a Samsung qui est en train de devenir un petit peu Android aux yeux des gens. Avoir Lenovo qui arrivent et qui grappillent des points, peut-être à Samsung en tout cas, qui rééquilibre tous ces constructeurs, a priori, c'est bénéfique à Android. Ça rapporte de force. Par contre, ils rachètent peu de technologie, l'absolu. Ils rachètent une marque. Ils rachètent une marque, une image. Parce que Google a gardé beaucoup de technologie. Ils rachètent une marque, une autorité. La possibilité d'utiliser des brevets. Vieille et palissante et un peu vide, donc je sais pas, moi je suis un peu dubitatif. Est-ce que tu penses que c'est la marque essentiellement? Est-ce que tu penses que c'est extrêmement différent de ce qu'ils ont fait par le passé avec IBM et ThinkPad? C'est voisin. C'est une approche assez voisine, si ce n'est que quand IBM a revendu ses ThinkPad à Lenovo, je pense qu'ils étaient moins en mauvais espace que Motorola aujourd'hui. Et du coup, en termes de l'apport de technologie, c'est ça que je veux dire, parce qu'aujourd'hui, Lenovo a transformé l'essai avec... Je pense qu'à l'époque où les ThinkPad ont été revendus, il y avait encore un peu de technologie chez IBM dans la maîtrise des plus qu'aujourd'hui dans Motorola Mobility. Alors Motorola, bon, je suis désolé, mais un smartphone Android, c'est pas le constructeur qui maîtrise la techno. Les technos, c'est les processeurs. Donc c'est Qualcomm, c'est Mediatek, c'est Samsung, c'est les écrans, c'est tous les capteurs qu'il y a dedans. C'est ça qui fait la valeur du smartphone. Et c'est l'OS qui est au-dessus. Le reste, c'est de la peau, c'est l'habillage. Enfin, j'exagère un peu, mais ce sont vraiment les composants qui font la valeur d'un smartphone aujourd'hui. Et il faut beaucoup plus regarder ce qui se passe dans la bataille entre Mediatek et Qualcomm, qui est à la limite beaucoup plus importante qu'entre Motorola, Lenovo et les autres constructeurs de rang 2. Et c'est ça qui détermine ce qui va se passer bientôt. Du coup, justement, si la technologie inhérente est moins capitale, est-ce que moi j'ai tendance à penser que justement ça justifie le fait que Lenovo, ce qu'ils cherchent à acquérir, c'est pas vraiment de la technologie, c'est vraiment du branding. C'est du branding, de la part de marché, c'est aborder le marché américain alors qu'ils y étaient pas ou peu présents avec leur smartphone jusqu'à présent, le marché européen aussi, je pense. Donc oui, c'est purement du market. C'est un go-to-market, comme on dirait pour les startups. Effectivement, en tout cas, ce qui est certain, c'est comme tu le disais, Laure, Google a besoin que cet écosystème il se rééquilibre un petit peu. Avant, on avait un duopole HTC-Samsung. Aujourd'hui, HTC est en très mauvaise situation et personne, à part Samsung, n'a intérêt à ce que Samsung soit trop puissant sur les parts de marché des téléphones Android. Parce que sinon ils vont s'approprier cet écosystème. Et l'intérêt de cet OS, c'était quand même de pouvoir être adopté par de multiples constructeurs. Il y a un autre élément, c'est d'où vient le revenu de Google sur Android.
Le revenu de Google sur Android, il vient des services de Google qui tournent sur Android. Or, ce qui est intéressant de regarder, et ça, c'est pas dans les fiches techniques, c'est quels sont les contrats qui lient Google avec les constructeurs. Ces contrats-là, c'est vrai dans la télévision aussi, ils définissent en fait les services de Google que le constructeur doit laisser dans le téléphone et n'a pas le droit d'enlever. Donc l'objectif de Google, c'est toujours de faire en sorte que ces services soient toujours là, toujours visibles, d'où l'intérêt du Nexus qui définit cette sorte de couche utilisateur qui est standard et pas bidouillée par les constructeurs. Ils ont intérêt à ce qu'il y ait cet équilibre. La Google Experience équilibre. Ceci dit. Oui. Parce que sur le dernier Nexus, c'est une interface custom Google, contrairement au précédent Nexus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'expérience Android Open Source Project, AOSP, qui est maintenant totalement différente de l'expérience, enfin totalement, proche. Il y a des petites... c'est plus la même, c'est plus la mais Huawei, par exemple, a sa propre expérience, ils ont... Ouais, et maintenant, Google a sa propre expérience, c'était pas le cas avant. Avant, ils s'en tenaient à l'expérience de base, faite par l'Open Handset Alliance. Ouais, effectivement. Mais moi, j'ai une autre question, c'est est-ce que vous pensez que Lenovo va pouvoir faire coexister et cohabiter deux marques en Occident, je parle de l'Occident, c'est-à-dire Motorola à côté de Lenovo, parce qu'on sait très bien que Lenovo, avec le Vibe X qui a été présenté en fin d'année dernière, ou cette année même, c'est un téléphone qui a été conçu pour le marché occidental, même si on ne l'attend pas vraiment celui-ci, on l'attend le prochain, mais est-ce que vous pensez que les deux marques pourront... Est-ce que dans l'histoire, on a des exemples de boîtes comme ça, américaines ou européennes, rachetées, et où ça se passe bien? À part peut-être le hardware, les PC, bon... Franchement, je suis assez dubitatif. Hein. Dès que tu as une marque compliquée, ton message est compliqué, dans le monde entier, ça passe pas toujours très bien. Ils rachètent une coquille vide. Bon, je ne suis pas spécialement enthousiaste. Je pense pas qu'il fallait parler 3 heures de ce sujet-là. A annoncé, c'est que la marque Motorola existera en tant que telle. Et je pense pas que la marque Lenovo sur les smartphones reste, par contre. Enfin, moi je les vois pas cohabiter. Après, j'ai pas vraiment d'argument particulier. Simplement, d'un point de vue instinctif, en tant que consommateur, j'irais pas... je trouverais ça tout aussi flou que par exemple Arcos et Arnova. Ça va être Lenovo dans les pays émergents et Motorola dans les pays occidentaux, par exemple, ça, hein. Ou Motorola partout. Moi, il y a clairement, à mon avis, une stratégie très simple qui est effectivement au marché américain, Motorola, marché européen, Lenovo ou Motorola, à voir, selon les études, puis ils distingueront comme ça, et puis ils vont pas se prendre la tête. Hein. Du coup, j'ai une autre question, parce que qui a pas vraiment de rapport, mais est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'il n'y a pas trop d'acteurs sur le marché de la téléphonie? Il y en a un qui va crever, hein. Enfin, non, il y en a pas qu'un, mais il y en a un qui crève là. On peut regarder sa montre. Hein. BlackBerry avait vaguement un espoir de se faire éventuellement peut-être racheter par Lenovo. Ils ont, en changeant de nom, parce qu'avant c'était RIM, en changeant de nom, ils ont inscrit noir sur blanc dans leur ADN que ce qu'ils faisaient c'était du téléphone, alors qu'avant avec RIM ils auraient pu travailler l'option de on a des solutions pour les entreprises, des solutions de gestion de la mobilité, du logiciel, etc. Là en fusionnant, en gardant seulement le nom de BlackBerry, ils ont dit non, on est un constructeur de téléphone, grossière erreur, puisqu'il n'y a pas d'acquéreur pour cette marque. Donc ils auraient pu. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse. Hein. Ouais. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse. BlackBerry, c'est juste un tour de passe-passe marketing pour dire, pour arrêter à faire cette schizophrénie bipolaire qui était RIM d'un côté, BlackBerry de l'autre. RIM était inconnu du grand public, BlackBerry l'était, donc ils ont fusionné avec la marque et ils ont dit voilà, on est cohérent avec nous-mêmes. Maintenant, ça n'empêche absolument pas de faire des solutions professionnelles. Aujourd'hui, ils en ont d'ailleurs. L'asset premier, c'est véritablement effectivement le service de mail. Alors qui vaut ce qu'il vaut maintenant, parce qu'effectivement ça a évolué, mais il faut savoir que derrière il y a des solutions de gestion de flotte multimarques, y compris Android et iOS, qui sont proposées par RIM dans les entreprises et qui permettent de gérer un peu tout ça. Il y a quand même 2-3 assets qui restent encore non négligeables. Moi je verrais bien une acquisition par un Chinois qui voudrait développer l'offre logicielle dans le cloud. Exactement. Et on sait que les Chinois, comme les Asiatiques en général, ont une grosse faille en logiciel, ils sont pas très bons, ils ont du mal à comprendre ce marché-là. Donc ça serait la logique d'un rachat, mais pas du tout pour la marque de smartphone. Justement, en parlant de rachat, moi je sais que Lenovo, c'était la première opération d'une entreprise chinoise qui rachète une entreprise américaine. C'était IBM, ThinkPad, par Lenovo. Et
Mais moi, je vois mal BlackBerry être racheté par un acteur non canadien ou non américain. C'est absolument pas possible. Je pense même que c'est probablement pas légal au Canada, où le marché des télécoms et les Américains est protégé. Aucun intérêt. Et de toute façon, BlackBerry AES, puisque c'est de ça dont tu parles, Damien, voit ses abonnements chuter de façon dramatique au profit de AirWatch, Mobile Iron, etc. AirWatch qui s'est fait racheter 1,125 milliard par VMware. Donc même sur ce marché où BlackBerry est un pionnier, puisque ça fait 10 ans qu'il propose ce genre de solution que les entreprises ont l'air de découvrir seulement depuis 2 ans, même sur ce marché, BlackBerry va pas bien du tout, quoi. Pour autant, effectivement, je pense que le rachat par une société autre qu'une société américaine ou canadienne est impossible pour des raisons de sécurité nationale, tout simplement. Ouais, et je pense que le fait que ce soit racheté, enfin, si une société chinoise voulait racheter BlackBerry, je pense que vous auriez un paquet de gens en face qui feraient tout pour que ça n'arrive pas. Je pense que c'est pas... On est du même avis. Ouais. Je pense que c'est pas envisageable. Et j'avais autre chose, une question. Mais les Chinois ont quand même besoin de logiciels. Alors ils achètent peut-être pas celui-là, mais peut-être un autre. Ils s'y mettent quand même. Il faudra bien qu'ils trouvent parce que on est bien d'accord. Ils veulent monter dans les stacks, comme on dit. Ils ont besoin d'y être. J'ai une question à poser à Edouard. Est-ce que tu penses que c'est la fin des Nexus ? C'est une question parce que très fréquemment. On a eu Larry Page qui a annoncé officiellement dans son post lié au rachat de Motorola Mobility par Lenovo que Google arrêtait le hardware, c'était pas leur job, ils laissaient ça aux autres. Et c'est vrai qu'en fait on attend la Nexus 10 2 et qu'elle arrive absolument pas. On a eu le Nexus 5 qui est arrivé, mais pas la Nexus 10. Donc on pourrait tout à fait se dire que c'est logique que la gamme Nexus s'arrête. Par contre, il faut pas oublier que au profit de quoi ? Mais attends, la Nexus 7, elle s'est toujours très très bien vendue. Eux-mêmes ont dit que c'était la tablette Android la plus vendue sur ce segment. Donc ce serait très étonnant de ce point de vue-là qu'ils arrêtent du jour au lendemain de faire ces tablettes. Parce que en fait, l'idée à la base des Nexus, ça restait quand même de dire on fait quasiment pas de marge et on va les récupérer via le Google Play où il y a donc les films, les applications. Et du coup, voilà, alors qu'est-ce qui permettrait à Google, moi je connais la réponse, mais qu'est-ce qui permettrait à Google de remplacer les Nexus ? C'est effectivement. Moi je pense pas que ça s'arrête. En Google Experience aussi. Mais les Nexus, c'est une marque qui est utilisée aussi avec LG, avec Asus, à ma connaissance. Oui. Donc c'est une marque de reference design. Elle est multiconstructeur. Bon, aujourd'hui, on a quand même tendance à... Pour moi, Nexus, c'est une définition d'une tablette ou d'un smartphone qui est sous Android, qui n'est pas bidouillé par le constructeur. C'est comme un Windows sans le bordel de Dell ou de je ne sais pas qui, et qui est upgradé au fur et à mesure des releases. C'est ça la valeur de ces produits. Complètement d'accord. C'est la référence des produits sous Android. C'est ma vision aussi. Mais aujourd'hui, et ils ont intérêt à continuer à avoir ça pour contrôler l'OS. Oui, mais aujourd'hui, cohabite la gamme Nexus, mais également les produits Google Experience, avec le Galaxy S4, le HTC One, les Google Play Edition. Donc c'est pas évident de se dire, est-ce que Google a aussi intérêt à faire des Google Play Edition ? Ça marche très bien. Ils prennent le téléphone, la tablette ou la tablette qui marche sur le marché et ils en font une version pure Android. Ouais, mais ils ont quand même beaucoup moins le contrôle sur un Nexus. C'est vraiment Google qui donne ses directives, alors qu'un Galaxy S4 Google Edition, c'est le téléphone de Samsung sur lequel on a modifié le logiciel. Donc il y a quand même une grosse différence. Bref, j'aimerais bien avoir une petite conclusion sur ce rachat de vous tous. Qui est gagnant, qui est perdant, est-ce qu'il y a vraiment un perdant finalement ? Je suis pas sûr qu'il y ait de perdant, mais ce qui est certain, c'est que Google sait très bien jouer aux échecs. Intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que c'est neutre pour le consommateur. Bon, c'est ni bien ni pas bien, ça ne changera pas l'innovation qui arrivera dans nos poches, ça ne changera pas les prix de ce qui arrivera dans nos poches, ça changera la position respective à 1% ou 2% de part de marché près entre les Chinois qui se battent en duel. Ça va pas changer notre vie, quoi. Ça peut aussi donc on s'en fout, quoi. Tirer vers le haut la question qu'on se pose, c'est quels seront les Chinois qui viendront prendre la place de Samsung ? C'est un peu la question des 5 prochaines années. En tout cas, qui viendra titiller sérieusement Samsung, en tout cas ? Aujourd'hui, c'est Huawei. Huawei, quand même, a une position que Lenovo n'a pas. C'est que Huawei, d'ailleurs, qui pose problème aux États-Unis, c'est qu'ils font à la fois des télécoms, de l'infrastructure, un peu comme Alcatel ou Cisco, et ils font du téléphone. Et ils font du logiciel. Il faut savoir que la plupart des ingénieurs de R&D de Huawei, c'est des gens de logiciel. Donc Huawei, c'est une boîte unique en Chine. Aucune autre boîte à cette position-là. Huawei, pour ne pas dire de bêtises, c'est 150 000 employés. C'est énorme. Moi, j'ai visité un de leurs labos à Shanghai il y a 3 ans. Ils avaient construit un labo de 8000 chercheurs en 6 mois. C'était sorti de terre, il n'y avait rien. Paf, 8000 chercheurs.
Et c'est ces gens-là qui sortent les bouts de logiciels qui sont dans les derniers Ascend Mate qui sont sur le marché. Donc, c'est un vrai industriel qui a une stratégie de propriété intellectuelle, qui a une stratégie de R&D, qui a une stratégie de logiciel. Ceux-là, à mon avis, ils méritent notre attention. Ceux qui font juste du hardware de commodité en bidouillant plus ou moins l'Android de Google, franchement, c'est beaucoup moins intéressant, industriellement parlant, et même du point de vue de la valeur d'usage pour le consommateur. Ça se verra dans tous les cas dans les parts de marché. Voilà. Bon, tu l'as dit, le mot de la fin, c'était finalement, tout le monde est gagnant, il n'y a pas vraiment de perdant. On a d'un côté Lenovo, qui a une marque pour pouvoir conquérir les marchés occidentaux. Google a récupéré ses brevets, a rassuré ses partenaires, et puis Motorola va peut-être enfin pouvoir vendre des téléphones. Ou bien peut-être mourir comme WebOS racheté par HP. Qui est chez LG maintenant, avec des télés sous WebOS. Tout à fait, complètement. C'est une autre histoire. Et c'est plutôt pas mal, effectivement. C'est un autre sujet. Et Firefox, qui est dans les télés Panasonic à partir de cette année. Tout à fait. Voilà, c'était le débat d'Androtech. On passe à la partie application. Et comme chaque semaine, je demande à mes invités et à mon équipe de préparer une petite sélection d'applications Android. Et je commence par Laure. Laure, qu'est-ce que tu as dans tes cartons? Eh ben, j'ai joué ce week-end. J'ai joué à un petit jeu qui s'appelle Origin. Voilà, Baptiste n'est pas là, mais on a un petit jeu. C'est un puzzle game. Alors, on va voir des photos. En fait, on doit déplacer des lignes de cubes de couleurs pour relier entre eux des petits points, là il a perdu, des petits points de la même couleur. Donc, ça a l'air très facile au début. En fait, ça devient super compliqué au bout d'un moment. J'en ai fait pas loin de 200 sur tout le jeu. J'en suis encore au niveau débutant. Et c'est gratuit? C'est gratuit. Il y a de la pub. Alors, il y a beaucoup de pubs. Il n'y a pas de comme au début, paiement on va vite, in-app? Non, on peut passer à une version payante si on le souhaite. Donc, au début, on va vite parce que c'est facile. Donc, on voit beaucoup de pubs. Ensuite, ça va, on n'est pas trop handicapé par des pubs intempestives. Voilà, on met un peu plus de temps. Donc, c'est pas très gênant. J'aime bien le système. Au moins, on choisit. Et Damien, tu as préparé une petite application? Oui, alors il m'arrive encore de regarder la télévision, mais surtout j'aime beaucoup utiliser un deuxième écran en live tweetant ou autre. Et donc il y a une application que j'aime bien utiliser. Tu tweets un peu trop devant la télé, hein, mais... Oui, c'est pas faux. Donc j'utilise une application qui s'appelle MySoch TV. Donc en fait, c'est Soch, mais vous n'êtes pas du tout obligé d'être abonné à Soch. C'est sur Android. Et donc vous pouvez non seulement bien sûr avoir un guide des programmes, ça c'est plutôt pas mal. Vous pouvez live tweeter une émission depuis l'application. Et puis une nouveauté récente, plus vous êtes actif dans votre live tweet, dans le fait que vous checkez pour dire que vous regardez telle émission ou telle émission, il y a un système de reconnaissance automatique d'émissions, c'est plutôt bien fait, vous mettez le téléphone face à l'écran, il reconnaît ce que vous regardez, et vous pouvez gagner des points, et avec ces points, vous pouvez acheter des cadeaux dans la boutique. Voilà, donc en gros, c'est pour les grands téléphages qui ont envie de gagner des choses derrière, et pas de passer uniquement leur temps sur leur canapé. Et je crois que c'est un bon moyen pour Soch de vendre leur offre Quadruplay. J'allais dire low cost, c'est pas vraiment low cost. C'est une manière pour eux, on va dire maligne, d'être présent sur un segment social qui est l'ADN de la marque et quelque part de toucher leur cible. Voilà, donc ça c'est malin. Olivier, tu as aussi une petite application? Oui, moi j'utilise couramment l'application Relais depuis 2-3 ans. Et elle est très pratique parce que je lis la presse comme ça dans le métro ou dans l'avion ou dans le train. Et cette application commence à m'énerver gravement parce qu'en fait, elle est buggée, c'est absolument incroyable. Donc t'achètes sur le site web les canards et tu les télécharges après dans l'application. C'est pour éviter de payer la taxe à Apple, les 30%. Et en l'occurrence, j'utilise sur voilà, c'est ça. Elle existe sur Android. Elle existe sur Android, mais ça ne doit pas être meilleur sur Android, c'est du même acabit. Et alors, le truc intéressant, c'est que quand tu viens d'acheter les journaux, une fois sur deux, l'application te dit ça marche pas, vous ayez essayé ultérieurement, donc quand tu es pressé, tu te dis merde. Et puis l'autre truc rigolo, c'est que quand tu regardes un canard, puis tu le fermes et tu reviens genre 2 jours plus tard, il t'a pas gardé la page où tu étais. Donc côté logiciel, il y a encore des gens qui ont des progrès à faire. Mais enfin en même temps, c'est très utile. Moi j'adore lire dans le métro les journaux, comme ça. J'ai un cartable plus léger grâce à ça. Ce qui est énervant, c'est qu'on voit des acteurs comme ça qui ont carrément presque on pourra parler de monopole dans la presse. Ils sont 3 ou 4 sur le sujet. 3 ou 4. En tout cas, il y a des personnes qui attendent comme Google, avec Google Play Magazine, où on attend encore que les accords se mettent en place en France pour pouvoir avoir ce type d'expérience dans Google Play.
Et c'est Apple aussi qui... C'est pas encore évident, il y a pas encore d'offres... Ce que ça montre surtout, c'est que le logiciel, c'est un métier. Et quand tu viens des contenus ou que tu viens d'un autre métier, que tu arrives dans le logiciel, bah, tu prends ça un peu par-dessus la jambe, tu apprends en tâtonnant, et résultat, 2 ans après, il y a encore un truc qui est quand même à 2 fonctions de base, qui marche pas bien, c'est quand même grave, quoi. C'est comme si un OS boot pas, quoi. C'est gravissime. Donc j'espère que les gens à la qualité, s'ils m'écoutent chez Hachette, ils vont bosser un peu pour améliorer ce logiciel. Et c'est pas les seuls, hein. Il y a aussi tous les éditeurs qui éditent leur propre application qui ont encore du mal à faire quelque chose d'intéressant. On passe ensuite à Pod. Pod, tu as une application. Ouais, moi j'ai une application qui s'appelle Calllist parce que j'ai pas vraiment de cerveau, ou du moins on m'a pas greffé la partie mémoire au cerveau. Donc quand je reçois des appels de quelqu'un dont j'avais pas le numéro précédemment, plutôt que d'enregistrer si j'étais un mec normal, j'enregistrerais automatiquement le contact en me disant ah bah voilà, donc maintenant j'ai son numéro. Là moi pas du tout, à chaque fois je me dis bon bah il est dans ma liste d'appels, je le retrouverai. Pas du tout, ouais, absolument pas. Donc cette application Calllist, elle me fait une petite pop-up qui est genre yo gros, tu voudrais peut-être ajouter le contact là maintenant, là tout de suite. Et ça me force déjà à populer mon répertoire, c'est une bonne chose. Mais elle fait pas que ça, cette application, elle sert aussi de rappel. Typiquement, j'ai eu un appel en absence de ma belle-mère il y a 2 jours. Et donc cette application va me popper là maintenant un petit message qui me dit au fait, ta belle-mère a essayé de te joindre il y a 2 jours, peut-être que tu devrais la rappeler. Alors, il y a un bouton qui dit bah peut-être pas, hein. Mais dans certains cas, pour des appels professionnels, en l'occurrence, ça peut être intéressant. Donc voilà, moi je l'aime bien. C'est gratuit. C'est gratuit et ça restaure mon utilisation de la mémoire, donc c'est cool. Pas mal. Je vais me tourner vers Edouard. Alors Edouard a encore une application un peu geek, mais en même temps utile. Ouais, elle s'appelle AppBrain Ad Detector. Alors à la base, cette application, elle servait pour détecter les applications que vous téléchargez et qui affichaient des pubs dans les notifications. C'était via c'est horrible ça. Alors maintenant, Google a bien mis les choses au clair en disant que sur le Google Play, il ne devait plus du tout y avoir ces pubs. Et donc, cette application, elle a un peu perdu du sens, mais bon, elle est encore utilisable pour ça. Par contre, elle a une deuxième utilité, c'est qu'elle va scanner l'ensemble de vos applications et en particulier les permissions. Et du coup, ça va pour chacune de vos applications vous dire « Attention, celle-ci, elle est potentiellement dangereuse. Est-ce que vous en avez vraiment l'utilité ?» Un jeu qui va vous demander l'accès à vos contacts, c'est plutôt suspect, est-ce qu'il ne faut pas la désinstaller? Mais il y a beaucoup d'applications de sécurité qui le font déjà. J'ai l'impression qu'ils ont plus recyclé leur application. Ouais, mais en fait, il faut savoir que AppBrain, à la base, ça venait compléter le Google Play qui était vraiment très mauvais il y a quelques années. Et en fait, ils scannent chaque application. Et donc, eux, ils ont quand même un contrôle beaucoup plus... Ils savent vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Et un autre truc qui est pas mal dans cette application, c'est plutôt pour les développeurs. C'est en fait, ça va lister toutes les bibliothèques qui sont utilisées par les développeurs. Parce que normalement, en fait, elles le sont open source et on devrait les retrouver dans une rubrique à propos, sauf que dans 99% du temps, c'est pas le cas, alors que de cette manière, on peut le voir et ça peut permettre d'avoir quelques idées sur la manière dont a été réalisée telle ou telle partie. Voilà. Donc c'est gratuit, c'est pas forcément pour monsieur tout le monde, mais moi je trouve que c'est bien pratique. Bon, à tester, hein, ça coûte pas grand chose à tester. Et enfin, mon application. Je sais pas, j'ai été à Londres, à New York, et à chaque fois, je me retrouvais avec une application qui était vraiment géniale pour se repérer et calculer son chemin. C'était Citymapper. Et ils ont annoncé l'arrivée, il y a 2 semaines, sur Paris. Ils ont intégré toutes les API qu'ils pouvaient de Paris, que ce soit le Vélib, la RATP, la SNCF, etc., le bus. Et ils ont mis ça dans une expérience utilisateur complètement réussie. Et là, j'ai jamais vu une application aussi pratique. C'est-à-dire, on lui dit je veux aller à ce point-là, et il va nous calculer si c'est plus intéressant de le faire par bus, par taxi, par métro, par Vélib. Si on prend le Vélib, il va nous dire voilà autour de vous les stations de Vélib, où il reste des Vélib de dispo. Il va dire voilà à votre destination les stations de Vélib sur lesquelles il y a encore des places de libre. Et voilà, il y a plein d'options comme ça, ils vont rajouter. C'est ceux qui ont réussi à faire le plus intelligemment possible l'intégration des différentes API qu'on peut trouver dans un écosystème comme celui de Paris. Voilà. Bon, tu seras plus en retard alors. Il y a même une fonction de téléportation. C'était ma blague. J'attendais celle-ci. Il y a une fonction de téléportation, mais elle est encore en bêta. Bon, on verra l'an prochain. Vous pouvez tester, il y a écrit téléportation. Présenté par Jacques-Antoine Grandjoux
Le web, tu l'as vu cette vidéo? Non, je l'ai pas vu. Il a fait une vidéo de promotion de livraison par téléportation de vente privée. C'était pour surtout à la gueule d'Amazon. C'est drôle, c'est drôle. Mais peut-être qu'un jour ça existera, faut pas rigoler. Quelque part. Et tu as une idée du modèle économique de cette appli? Elle est gratuite et le modèle économique est pas si évident que ça. Moi, si, il est évident pour moi. Ils vont intégrer des services, par exemple, tu pourras utiliser l'option Uber pour que ton trajet soit par Uber et donc tu pourras commander direct un Uber depuis cette appli. Et donc ils se prendront des commissions au passage ou des accords cadres, ou avec un accord cadre, une petite prime. Il y a du commissionnement aussi chez G7 et compagnie qui peut aller jusqu'à 10%, ça peut être... C'est pas pour rien que Google a injecté de l'argent dans Uber. Tout à fait. Voilà, c'est tout pour l'émission 9 d'Androtech. Merci d'avoir suivi l'émission. Je veux remercier tout d'abord Laure. À la semaine prochaine. Mais également Olivier. J'espère qu'on te verra avant le prochain rapport CES. Pourquoi pas, à la prochaine, oui. À la prochaine. Mais également Pierre-Olivier, Pod. Qui remercie Edouard pour les lunettes, pour le prêt des Google Glass. Merci Edouard. Merci Edouard, donc en régie. À la semaine prochaine. Et Damien, la prochaine fois, on te veut sur le plateau. Avec grand plaisir. On a également en régie Edouard Marquis, notre producteur, notre réalisateur, Olivier. Merci d'avoir suivi Androtech. Je vous encourage à nous donner... et la mascotte qu'on voit derrière. Gala! Cette fois-ci, elle n'a pas été se promener sur la table. Elle est pas contente là. C'est clair, elle vivant là. Merci d'avoir suivi Androtech. Je vous encourage à nous donner votre avis avec le hashtag Androtech sur les réseaux sociaux. Je vous encourage aussi à partager l'émission autour de vous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec l'émission 10.